tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler de la présentation du parcours 2023 de ce Giro. On va revenir sur le parcours en général, ensuite on regardera étape par étape, on essaiera déjà d'établir peut-être une petite stratégie, je donnerai également mon avis sur ce parcours en deuxième partie de vidéo, et puis on parlera également du profil peut-être du futur vainqueur. Est-ce que ça correspond mieux à tel ou tel coureur, ce parcours de ce Giro 2023? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce parcours. Est-ce que vous le trouvez bien? Est-ce que vous le trouvez moyen? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Giro 2023, présentation. Présentation du parcours en général. Ce parcours du Giro 2023, c'est déjà la 106e édition du Giro. Ça sera du 6 au 28 mai 2023 avec 3448 km 600 de course pour 51 300 mètres de dénivelé positif, ce qui est beaucoup pour un grand tour. On aura 3 contre-la-montre qui représentent un peu plus de 70 km. Ça sera 3 contre-la-montre individuelles. Selon les organisateurs, on aurait 8 étapes pour les sprinteurs, 7 arrivées jugées en altitude et puis des étapes un peu plus difficiles de savoir pour quelles sont destinées, parce qu'il y a pas mal d'étapes où vous allez voir, on a mis des difficultés au milieu, mais pas à l'arrivée. Donc on peut tenter des choses on partira de la ville de Fossa Keccia Marina pour aller du côté de Rome pour l'arrivée de cette 106e édition de ce Giro. Au niveau donc du parcours, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part qu'on aura des étapes un peu plus longues que l'année dernière, un peu plus de passages en haute altitude également que l'année dernière. Parcours qui démarre d'Italie, il y aura un petit passage en Suisse, notamment du côté de Crans-Montana pour ce parcours 2023. Et puis donc on est sur les mêmes dates que l'année dernière, hein, on est sur les mêmes week-ends. On sait que le Giro veut être décalé, être plus proche du Tour de France. Pour l'instant, ça n'a pas été autorisé du côté de l'UCI. Donc voilà, un départ depuis les Abruzzes avec pas mal de hautes montagnes, mais ce Giro 2023 devrait quand même concentrer les difficultés sur la fin, sur la 3e semaine, et j'ai peur que sur les 2 premières semaines, il ne se passe pas énormément de choses, et on se rapproche du kilométrage de contre-la-montre qu'on avait eu en 2017 avec 69 km 1. Il faut remonter à 2013 pour retrouver plus de 70 km de chrono individuel. Je rappelle qu'il y avait eu 2015, il y avait 77 km, mais il fallait prendre en compte les contre-la-montre par équipe. Cette année, il n'y aura pas de contre-la-montre par équipe. Vous savez, ma grande passion pour le contre-la-montre par équipe, une discipline qui est en totale perte de vitesse dans le monde du cyclisme moderne. On regarde tout de suite le parcours étape par étape, les 21 étapes du Giro. C'est tout de suite. On commence par l'étape numéro 1 qui va nous emmener de Fossa Keccia Marina du côté de Ortona. C'est un contre-la-montre qui fait 16 km, qui a à peu près le même profil que le contre-la-montre qu'on a vu du côté de Budapest. La différence, c'est qu'à Budapest, c'était 11 km, et là, on sera sur 16 km, 18 km 400, pardon, même. C'est un peu flou sur mon écran, parce que moi, je suis obligé d'agrandir les profils. Je les ai obtenus grâce au site Le Groupe Eto. Je pense qu'ils les ont un petit peu étirés pour que ça rentre dans leur site internet, et ce qui fait qu'ils sont parfois une chouille floue au niveau de la résolution. 18 km 400 donc pour ce contre-la-montre qui pourrait permettre déjà d'avoir des écarts, parce que 18 km, ça sera un chrono, on sera sur du 21 minutes, je dirais, d'effort, hein, à peu près, vu la distance. Si la pente finale est
pas trop difficile. La pente finale fera 1,5 km du côté de Ortona. Donc 1,5 km de montée pour finir contre la montre de début de Grand Tour qui n'est pas toujours simple. Il faut mettre en route la machine. C'est pas toujours facile. Voilà, quand on a eu 3-4 jours auparavant où on a eu les médias, où on a eu les tests Covid, tout ce genre de choses. Voilà, parfois on a du mal à remettre la machine en route, donc il ne faudra pas se rater avec ce premier contre-la-montre. Étape 2, on partira de Teramo pour aller à San Salvo avec deux difficultés au programme. Étape de 204 km. Une première partie de journée assez vallonnée, notamment sur la première heure de course. Sur les 46 premiers kilomètres, vous voyez pas mal de difficultés qui ne sont pas pour le moment au classement de montagne parce que ça peut être modifié par la suite par l'organisateur. Et puis ensuite deux côtes au classement de la montagne, kilomètre 85.3. Le Silvi Paese et ensuite au kilomètre 130 le Ripa Teatina qui sera à 75 km de l'arrivée, donc un final plutôt propice aux sprinteurs du côté de San Salvo, même si voilà, il ne faudra pas se faire avoir sur la première heure de course et puis toujours faire attention, première étape en ligne, il peut y avoir des chutes. Ça serait bête de perdre du temps du côté des principaux leaders. Étape numéro 3, nous serons entre Vasto et Melfi. Une étape qui peut être intéressante pour des échappés, qui peut être une étape animée. Étape qui fera 210 km, 175 km de plat avant d'atteindre le Valico del Laghi di Monticchio, qui sera la première côte au kilomètre 181.7, c'est-à-dire une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis, on l'enchaînera avec le Valico della Croce, qui, lui, sera à 23 km de l'arrivée, même pas 23, 21 km de l'arrivée pour cette deuxième difficulté. Et ensuite, ça sera une belle descente avant d'arriver sur Melfi, étape qui peut être animée parce que là, très clairement, entre les baroudeurs, les sprinters, les punchers, c'est un profil qui peut intéresser pas mal de monde. Sur cette première étape, je ne pense pas aux grimpeurs, autant en troisième semaine peut-être, autant en première semaine. On va tenter d'éviter de prendre le maillot trop tôt pour tenter d'éviter de perdre trop d'énergie. Étape numéro 4, nous partons de Venozza pour aller au Lago Laceno. 184 km pour peut-être la première étape vraiment vallonnée de ce Giro avec 3 difficultés au programme. 3 difficultés qui ne sont pas si faciles que ça. Au kilomètre et puis une étape qui sera vallonnée. Je pense que c'est une étape où on est au-delà de 3000 mètres de dénivelé positif sur cette étape numéro 4. Donc c'est à prendre en compte. Donc soit les baroudeurs, les punchers. Pourquoi pas une bagarre entre leaders, ce qu'on a vu déjà parfois avec un leader qui voudrait avec des leaders qui voudraient se tester, qui voudraient se rassurer sur cette première étape. Kilomètre 68.3, le premier classement de la montagne au Passo delle Crocere. On enchaîne ensuite au kilomètre 114.3, c'est-à-dire à 70 km de l'arrivée avec le Valico di Monte Carruoso. Et puis on termine donc avec le Colle Molena qui n'est pas le sommet de cette étape, le Colle Molena, qui sera à 4 km 300 de l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y aura 4 km 300 en légère descente, petit plateau, ce qui peut aussi permettre de faire des écarts. Si vous n'êtes pas dans un grand jour, vous pouvez perdre beaucoup de temps sur cette étape-là, dans le final, malgré la petite longueur de cette montée, parce que cette montée finale, il doit faire à peine 10 km, le Colle Molena pour finir avec Lago Laceno pour l'arrivée de cette étape. Donc il peut être une étape assez sympa à regarder, cette étape numéro 4. L'étape 5, étape plutôt pour sprinter entre Atripalda et Salermo. 172 km. Alors là encore une première partie de journée assez vallonnée. Faudra se méfier également sur cette première partie d'étape. Est-ce que les échappés voudront sortir? Est-ce qu'on voudra faire lâcher les sprinters les moins bons en montagne? Ça pourrait être une idée, notamment avec ce passage au Passo Serra et puis le Guardia del Lombardi pour enchaîner au kilomètre 73.4. Cette dernière difficulté sera à 100 km de l'arrivée, mais encore une fois, vous voyez qu'il y a
quelques difficultés après, notamment une au kilomètre 93, 16.3, enfin un petit peu avant. Et puis une qui sera aux alentours du kilomètre 120 également, avant de finir plutôt sur le plat, sur les 50 derniers kilomètres, plutôt du plat et du faux plat descendant. Est-ce qu'il y aura une tentative pour les baroudeurs? On sera à l'étape 5. Est-ce qu'on aura une tentative du côté des sprinteurs pour cette étape numéro 5? Étape numéro 6, là encore, autour de Naples, mais pas un circuit comme l'année dernière dans Naples. Toujours se méfier, étape de 155 km assez courte. Naples, ça reste très technique autour de Naples. Et ça va ressembler un petit peu aux étapes qu'on a, vous savez, autour de Nice, l'arrière-pays niçois. En termes de difficulté, on est un petit peu sur la même chose, avec 2 difficultés au programme. Le premier qui sera le Valico di Chiusi, et puis le deuxième qui sera le Capo di Mondo. Di Chiunzi, pour la première difficulté du jour, et la deuxième, donc le Capo di Mondo, qui sera au kilomètre 95, c'est-à-dire à 60 km de l'arrivée pour cette dernière difficulté. Mais Naples reste technique. Si c'est un sprint, il peut se passer beaucoup de choses autour de Naples dans cette étape, mais je m'attends plutôt à un sprint, parce que vu ce qu'on aura eu dans les jours précédents, je pense que les jours précédents sont un peu plus propices à une échappée. Là, encore une fois, le parcours, certes, vous avez ces 2 difficultés-là, mais c'est 600 mètres d'altitude. Donc, on n'est pas sur une étape avec tant de dénivelé positif. Mais encore une fois, pour les purs sprinters, c'est pas forcément peut-être le Giro qui va être hyper favorable pour eux. Nous arrivons à la première étape de montagne, l'étape numéro 7, première grosse arrivée au sommet. Étape longue, 218 km entre Capua et le Gran Sasso d'Italia, le Campo Imperatore pour cette étape. On aura le premier passage au-dessus des 2000 mètres d'altitude, avec 2135 mètres d'altitude à l'arrivée. Le départ du côté de Capua. Et puis la première difficulté du jour qui commencera au kilomètre 71. Avec une première difficulté qui durera une dizaine de kilomètres, qui n'est pas pour le moment au classement de la montagne, mais ça pourrait changer. La première difficulté, elle, c'est Roccaraso, qui est une ville où on passe assez régulièrement ces dernières années, à Roccaraso, dans les étapes. Ça sera au kilomètre 100. 118 km de l'arrivée, et puis on aura un petit plateau entre Roccaraso pour redescendre. Pas mal de plats. Alors, cette première étape est un peu symptomatique de l'un des problèmes qu'on aura sur le Giro, c'est-à-dire pas mal de plats avant les dernières difficultés du jour. Il y a peu d'étapes où les difficultés s'enchaînent, beaucoup d'étapes où on a une côte et puis ensuite on a 40 km de plats et la dernière côte ou les 2 dernières côtes dans le final. Là, malgré tout, il y aura de quoi faire avec, je dirais, une bonne quarantaine de kilomètres de montée. Ça commencera à partir du kilomètre 172.3. Je dirais la montée jusqu'à l'arrivée au kilomètre 218. Ça ne fera que grimper avec le Calaccio au kilomètre 186. Et puis on enchaînera avec donc ce Gran Sasso d'Italia, Campo Imperatore au kilomètre 218. Montée assez longue. C'est surtout les derniers kilomètres qui sont difficiles, mais comme vous pouvez le voir, les 40 derniers kilomètres seront très compliqués. 40-50 derniers kilomètres, même parce que kilomètre 172, c'est quasiment les 50 derniers kilomètres, les 45-50 derniers kilomètres qui ne seront pas faciles, mais malgré tout, il y aura ce petit temps mort avant ces difficultés-là, entre Roccaraso et le Calaccio, où il ne va pas se passer grand-chose sur cette étape, donc peut-être la victoire pour les baroudeurs et puis une bagarre pour les leaders. Et surtout, ne pas négliger qu'on aura quasiment les 10 derniers kilomètres au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte pour les coureurs. L'étape du lendemain, l'étape 8 entre Terni et Fonsamblone. Étape qui peut convenir aux baroudeurs, là encore, avec une première côte de kilomètre 11.3. Qui n'est pas au classement de la montagne. Ensuite, une route plutôt plate, même si parfois elle sera en prise. Et puis, la fin d'étape, le I Cappuccini, le Monte della Sezzane et le I Cappuccini une deuxième fois. Vu qu'on passera 2 fois sur la ligne d'arrivée à Fonsamblone, une fois au kilomètre 163 et la deuxième fois au kilomètre 207. Ça ressemble un petit peu à un petit Milan-San Remo cette étape-là. Hein. Comme je dis toujours, il y en a toujours une sur le Giro qui ressemble à un mini Milan-San Remo avec le I Cappuccini qui pourrait sembler similaire au Poggio parce qu'il est à 6 km de l'arrivée et ensuite c'est plutôt de la descente. Parfois on a des descentes un peu techniques du côté de
Bronné, donc pour 207 km pour cette étape 8 qui pourrait être une étape très intéressante à suivre. Le lendemain, l'étape 9, où on sera peut-être après la journée de repos, déjà du côté de l'étape 9, le deuxième contre-la-montre de ce Giro, entre Savignano, Sul Rubicone et Cesena, le Technogym Village. 30 km 700, tout plat, le kilométrage qu'on a maintenant énormément l'habitude de voir. On a deux formats qu'on voit beaucoup, hein, les chronos aux alentours de 15-20 km et après les chronos à 30 bornes. C'est vraiment des formats où les coureurs sont habitués, ils ont beaucoup de repères, ça va favoriser les rouleurs. Moi j'aurais aimé un contre-la-montre un peu plus long, là où les coureurs ont maintenant plus beaucoup de repères sur les contre-la-montre où on dépasse les 40 km, là 30 bornes. Sur un parcours comme ça tout plat, ça va être 32-33 minutes. Plutôt 33, j'ai vu que c'est 30 km 700. Bon voilà, les coureurs savent faire sur 33, 34 minutes. Bon, ils ont des repères. C'est ce qu'on a eu cette année sur la Vuelta. Enfin voilà, c'est le type de chrono où forcément on pense à Remco Evenepoel, Roglic, Geraint Thomas. Normalement, devrait être pas mal. Ensuite, on aura l'étape numéro 10 entre Scandiano et Viareggio. Là encore, une étape assez intéressante parce que les difficultés se concentrent vraiment sur la première moitié d'étape. Donc c'est une étape qui peut être intéressante pour les baroudeurs, avec notamment au kilomètre 81.9 le Passo delle Radici. Et puis on enchaînera avec la montée, avec la côte, parce que sinon je vais faire deux fois la répétition, du Monte Perpoli, qui est une côte beaucoup plus courte, qui est au kilomètre 195, mais ça sera la dernière côte de la journée, c'est-à-dire que les 70 derniers kilomètres encore seront tout plats, quasiment, jusqu'à Vareggio, l'arrivée de cette étape. 190 km encore une fois, hein, on a beaucoup d'étapes, on dépasse les 185-190 km, donc ça veut dire qu'il y a de la distance sur ce Giro. Hein, je rappelle, 3500 km de 3500 km, c'est beaucoup plus, c'est quasiment 300 km de plus que le dernier Tour de France. Donc avec une étape, encore une fois, du dénivelé positif, mais en première partie de journée, donc plutôt pour les baroudeurs, peut-être pas trop pour les grimpeurs qui jouent le général, et pas une étape top pour les sprinteurs. L'étape numéro 11 entre Camaiore et Tortona. Alors là, plutôt une étape, je dirais, où les sprinteurs devraient s'en sortir sur ces 218 km encore une fois. Trois difficultés au programme: le Passo del Bracco au kilomètre 79, le Colla di Boazzi au kilomètre 141.5 et le Passo della Castagnola, où il devrait y avoir la castagne, au kilomètre 175.1. Il fallait la faire, cette vanne de merde. Donc au kilomètre 175.1, on sera quand même encore assez loin de l'arrivée au Passo della Castagnola. Je vous dis, je peux refaire cette blague pendant la présentation de l'étape le matin même, au départ de cette étape du Giro. Et puis donc on aura ensuite l'arrivée du côté de Tortona, où là encore on aura 45 km de plat, plutôt en descente en plus, donc plutôt favorable à un sprint à l'arrivée, surtout que les difficultés là ne sont pas très longues et ne sont pas très pentues non plus pour arriver à Tortona. On arrive à l'étape 12 entre Bra et Rivoli, la rue préférée d'Anne Hidalgo. 179 km depuis Bra, donc avec deux côtes au programme. La première côte qui n'est pas extrêmement difficile, les Pedagera, et puis la deuxième côte qui est le Colle Brada. Beaucoup plus pontu, le Colle Brada, qui sera à une trentaine de kilomètres de l'arrivée du côté du sommet. Ça peut correspondre à des baroudeurs. C'est une étape qui plairait énormément à du Fuglsang, à du Bocche Molena, à des mecs qui veulent partir de loin. Est-ce que ça conviendra à des grimpeurs ? Peut-être pas forcément, parce que voilà, les 30-40 bornes de plat ensuite derrière, c'est pas forcément à l'avantage d'un grimpeur. Mais si vous avez déjà perdu pas mal de temps et que vous voulez toujours jouer le général du Tour d'Italie, ça peut être une étape où vous pouvez surprendre vos adversaires sur cette étape-là. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas l'étape de ce Giro 2023. L'étape d'après, elle sera très compliquée, c'est l'étape de Crans-Montana. On partira donc de Borgo Franco d'Ivrea et puis on traversera la frontière italienne pour rejoindre la Suisse. 208
km avec 3 très grandes difficultés au programme. Crans-Montana est presque même plus facile que les deux autres. Ça commencera avec le col du Grand Saint-Bernard qui permettra de passer la frontière suisse au kilomètre 96.3, donc encore à 100 km de l'arrivée, mais quand même 2469 mètres d'altitude. Si en plus il fait froid, on sera à l'étape 13. Si les conditions climatiques sont pas bonnes, ça peut être une étape dantesque. On redescendra pour ensuite récupérer la Croix de Cœur, 2174 mètres qui semble assez pentu. Je ne connais pas cette difficulté de la Croix de Cœur. Ça me dit rien d'avoir vu une montée ces derniers temps sur cette difficulté. Si vous connaissez la montée de la Croix de Cœur, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Donc il sera au kilomètre 148.8, c'est-à-dire encore plus de 60 km de l'arrivée, il faut quand même le signaler aussi. Et puis donc cette arrivée à Crans-Montana à 1456 mètres d'altitude. C'est une étape qui ne sera pas facile parce qu'on aura 2 montées à plus de 2000 mètres. Même si ce ne sont pas les 2 premières montées. Puis Crans-Montana, c'est pas simple non plus, cette montée suisse pour cette étape 13, qui est une étape très compliquée. C'est peut-être pas l'étape majeure de ce Giro, mais après cette étape de Crans-Montana, on saura qui jouera la gagne et qui ne jouera pas la gagne, si on ne le sait pas déjà auparavant sur quelques étapes précédentes. Mais là, on aura vraiment la hiérarchie pour la dernière semaine. Le lendemain, on part de Sierre pour quitter la Suisse et rejoindre Cassano Magnago. Petit passage par le Simplum Pass, le Passo del Sampione, au kilomètre 55.6, mais qui sera quand même à 140 km de l'arrivée, donc il ne devrait pas avoir un énorme impact sur la course. Et ensuite, on aura une centaine de kilomètres de plat pour rejoindre Cassano Magnago, donc qui devrait être une étape pour sprinter, même si sur le final vous voyez quelques faux plats, quelques routes en prise sur les 20 derniers kilomètres. On retrouve ensuite l'étape 15, l'étape de Seregno vers Bergame. C'est pas l'étape la plus emballante, je pense qu'on pouvait faire mieux du côté de Bergame qui accueille assez souvent le Tour de Lombardie. 3 difficultés au programme sur ces 191 km. Le Valico di Valcava, on aura ensuite le Selvino et on terminera avec Valplana au kilomètre 162.7, c'est-à-dire à 25 bornes de l'arrivée. Pour cette dernière difficulté, il y aura encore une petite côte à l'entrée dans Bergame. Et puis ensuite, on arrivera en descente du côté de Bergame. Étape pour baroudeur, je pense. C'est pas l'étape qui m'emballe le plus, cette étape numéro 15. Voilà, encore une fois, du côté de Bergame, on aurait peut-être pu un petit peu plus muscler la course, mais ça peut convenir aux baroudeurs sur cette étape. L'étape 16, on attaque la dernière semaine. C'est l'étape qui démarre cette dernière semaine et c'est déjà du costaud. C'est peut-être pas l'étape qui fait la plus peur et pourtant c'est une étape intéressante. Le seul problème, c'est cette dizaine de kilomètres de plat entre le Serrada et le Monte Bodone. 198 km avec donc pour le moment 5 côtes au programme. Ça commencera avec le Passo di Santa Barbara pour enchaîner avec le Passo Bordala. Là on sera encore à plus de 100 km de l'arrivée, mais ça c'est déjà dans les jambes, ça peut peser dans les jambes, surtout si on a un lendemain de journée de repos ou pas très loin après la journée de repos et qu'on est en 3e semaine, donc un peu moins frais. Le Matazzone, lui, sera au kilomètre 114, donc c'est-à-dire à 80 km de l'arrivée. On aura ensuite la montée de Serrada, comme Jonathan. Serrada, celle-là aussi elle est gratuite, au kilomètre 151.9. Et puis on terminera avec le Monte Bodone, dernière difficulté qui fait plus de 20 km. Alors c'est un petit peu irrégulier, vous voyez il y a un replat sur le Monte Bodone, c'est pas simple du souvenir que j'ai du Monte Bodone. Elle fait pas si peur que ça parce qu'on a vu beaucoup de gens, j'ai regardé, comme j'ai récupéré tout sur le site du groupe Eto, j'ai regardé un petit peu les commentaires du forum et je vois que cette étape là fait pas très peur, cette étape 16, alors que moi je la trouve pas simple. Alors certes on n'est pas très haut en altitude, au maximum 1005, mais la dernière difficulté est la plus dure. Et à part ces 10 km de plat, sinon on enchaîne quand même pas mal des difficultés sur les 120 derniers kilomètres. Il y a vraiment des temps de transition qui sont assez courts entre chaque difficulté, donc ça peut faire très mal. Le lendemain, l'étape 17, ça sera un sprint. Alors,
pourrait s'attendre à une surprise avec un baroudeur, mais déjà c'est l'étape 17 et comment vous dire qu'avec un parcours aussi plat, ça va pas être une joie de vivre cette étape-là vers Pergine, Valsugana et donc Caorle pour l'arrivée, 192 km, donc sprint. Ça ressemble à l'étape qu'avait remporté Arnaud Démare l'année dernière. Voilà, on est sur un parcours où il n'y a aucun dénivelé positif. L'étape numéro 18 entre Oderzo et le Val di Zoldo. 160 km, début de journée difficile avec le Passo della Crocetta et le Pieve d'Alpago pour enchaîner. Le Palve d'Alpago, pardon, il sera déjà à moins de 100 km de l'arrivée vu qu'il n'y en a que 160. Et puis ensuite, on aura la montée vers le Forcella Sibana pour la fin de journée. Siblana, parce que j'ai mal prononcé encore, mais c'est un peu flou. Je vous le répète, mais c'est pas en très bonne résolution. On aura la montée de Coy et ensuite on enchaînera avec le Val di Zoldo, donc un enchaînement de deux montées très rapide avec de la pente pour cette étape numéro 18. J'ai peur qu'on attende les 2 dernières journées, donc ça sera un petit peu une étape de transition. Cette étape-là numéro 18 où les leaders ne prennent pas le risque d'attaquer, attendent vraiment les 2 dernières étapes, les 2-3 derniers jours pour vraiment faire la différence. On attaque avec l'étape 19. Étape 19 qui est l'étape la plus dure de ce Giro, 182 km, extrêmement compliqué. Cette étape qui partira de Longarone pour arriver à Trecime Lavaredo. C'est compliqué tout le temps. Déjà parce qu'on a un premier facteur à prendre en compte. On restera quasiment pendant 100 km au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Donc ça, c'est déjà à prendre en compte. C'est pas simple parce qu'à partir du kilomètre, même avant, à partir du kilomètre 68, on est au-delà de 1000 mètres d'altitude jusqu'à l'arrivée. Donc ça, c'est déjà à prendre en compte. Et puis ensuite, on a énormément de difficultés sur le parcours. Et là, il n'y a pas de transition. C'est-à-dire que tout va s'enchaîner les uns à la suite des autres. Notamment, on commence avec le Passo Compalungo, kilomètre 86.4, c'est-à-dire à moins de 100 km de l'arrivée. Avant ce Passo Compalungo, auparavant, quasiment au bout de 30 km, on a des routes en prise. Donc ça va fatiguer les organismes, surtout qu'on est au 19e jour de course. Il faut également le prendre en compte. Ensuite, au kilomètre 111, on aura le Passo Valparola, qui ne sera pas facile, au kilomètre 111.A. Ça redescend avec une petite bosse en passant qui n'est pas au classement de la montagne, mais qui ne sera pas simple. Il y aura ensuite le Passo Gio, au kilomètre 142.5. On redescend pour le Passo Tre Croci. Et pour finir avec le Trecime di Lavaredo, pour terminer au kilomètre 182. Je rappelle, on a 3 difficultés au-dessus de 2000 mètres d'altitude, 2 autres difficultés au-dessus de 1800 mètres. Donc c'est costaud, c'est haut en altitude. La dette d'oxygène, vous allez vous la payer tout de suite en pleine gueule. Donc il faut faire vraiment attention, il va bien falloir gérer ses efforts. Il faudra faire attention au niveau des conditions climatiques. C'est aussi une étape qui peut être rabotée. Faire attention, on est au-dessus de 2000 mètres d'altitude, étape 19. On est encore au mois de mai. Il peut y avoir des surprises au niveau des conditions climatiques. Donc il faut faire attention aussi là-dessus qu'il n'y a pas des changements de parcours de dernière minute. Le lendemain, c'est le fameux contre-la-montre dont tout le monde parle, entre Tarvisio et le Monte Luzzari. 18 km qui se décompose en 2 parties, 11 km de plat, 7 km de montée. Montée avec des gros pourcentages, notamment un passage à 18% selon les organisateurs. Mais on sait comment fait le Giro, c'est un peu la course à la plus grosse en termes de pourcentage positif. Des fois, on trichouille un petit peu sur le calcul du pourcentage positif. Donc, j'attends d'avoir les profils de Pro Cycling Stack kilomètre par kilomètre ou 500 mètres par 500 mètres qui, souvent, sont un petit peu plus intéressants. Ça reste une montée difficile. Quand on voit la gueule de ce contre-la-montre là, moi, je dis changement de vélo. Changement de vélo au point intermédiaire pour une raison extrêmement simple. 11 km, ça veut dire 13 minutes d'effort, 14 minutes d'effort parce qu'il ne faudra peut-être pas partir trop vite en termes de gestion d'effort pour en mettre beaucoup parce que là où vous allez gagner le plus de temps, c'est pas sur les 11 premiers kilomètres, c'est sur la montée finale où vous allez gagner le plus de temps. Donc c'est là où il faut mettre le maximum d'énergie. Vous pouvez partir en dedans
et forcer le rythme. Il ne faudra surtout pas exploser dans la dernière difficulté, sinon vous allez perdre beaucoup de temps. C'est une gestion d'effort un petit peu atypique, mais pour moi, changement de vélo. Partir avec un vélo de contre-la-montre dans cette difficulté-là, c'est du suicide. C'est comme le contre-la-montre de la super plongée Belle-Fille. Partir avec un vélo traditionnel sur 11 km, là aussi, c'est perdre 1 minute 30, rien qu'avec le matériel, par rapport à un vélo de contre-la-montre traditionnel. Donc je pense qu'il y aura changement de vélo obligatoire à 11 km, à part si les organisateurs imposent de partir avec un vélo traditionnel ou un vélo de contre-la-montre, ce qu'il est possible de faire du côté des organisateurs, mais ce qui ne serait pas très intelligent je trouve. Et ensuite, bah oui, il faudra être très fort dans cette montée. 1766 mètres aussi, hein, donc on sera quand même en altitude dans cette dernière difficulté de ce Giro. Faire attention également parce qu'on sera quasiment à côté de Venise, c'est-à-dire quasiment du côté de la Croatie, enfin Slovénie-Croatie, pour vous expliquer un petit peu au niveau d'une carte d'Italie, pour revenir dans le centre, à Rome, pour la dernière étape. Alors là, je vois pas vraiment l'intérêt de faire une transition comme ça pour aller à Rome, surtout que autant le Tour de France, l'arrivée des Champs-Élysées, c'est mythique, c'est compliqué d'arriver ailleurs. Autant le Tour d'Italie, il y a eu des arrivées absolument partout. On a fait Vérone, moi j'ai connu Vérone, Milan, Rome, j'ai déjà connu une arrivée à Rome pour l'édition du centenaire. Et puis il y en a eu d'autres arrivées, mais c'est un peu les 3 dernières les plus importantes. Il y a eu Turin en arrivée de Tour d'Italie également à une époque. Notamment je crois un Tour d'Italie remporté par Bernard Hinault qui est arrivé du côté de Turin. Contre la montre, non, étape en circuit autour de Rome. Il y aura 11 passages sur la ligne d'arrivée d'un circuit qui fera une dizaine de kilomètres autour de Rome, voilà, avec un sprint à l'arrivée de ces 115 km pour finir ce Giro 2023. Alors, mon avis sur cette Vuelta, ce que j'aime moins du côté de cette Vuelta, de ce Giro 2023, je vais y arriver. J'ai envie de dire depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire Vuelta, alors que c'est le Giro. Au départ, moi, ce qui me plaît, c'est déjà qu'on a des étapes longues. On a quand même pas mal d'étapes qui vont dépasser les 200 km au programme. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 étapes vont dépasser les 200 km. Au-delà de 190, c'est plus de la moitié des étapes qui font plus de 190 km. Donc ça, c'est très bien parce que c'est vrai que l'année dernière sur le Giro, on avait peu de kilomètres. Et j'avais été assez surpris de ce choix des organisateurs parce que le Giro est quand même considéré comme souvent le grand tour avec le plus de kilomètres. Et surtout pour moi, le cyclisme, c'est également de l'endurance. C'est également un sport d'endurance. Donc plus on raccourcit, moins ce côté endurance, ce côté gestion de l'effort apparaît, ce qui je trouve est un petit peu triste. Alors certes, c'est intéressant pour les télévisions, mais je trouve qu'on perd ce côté-là, endurance, et échapper au long cours, 250 km, ou les étapes qui partent dans tous les sens également. Donc ça c'est déjà un paramètre que j'aime parce qu'on reprend le côté longue journée du Giro. Alors, il faudra faire attention également avec les nombreux phases de transition. On sait que sur le Giro, on a pas mal de transferts. Ça sera à prendre en compte au niveau de la récupération parce qu'on pourrait avoir des journées extrêmement longues. Je pense notamment à la dernière étape, ça se fera par avion, le transfert entre Monteluzzari et Rome, mais ça va être quand même du temps dans l'avion et je pense qu'on aura d'autres transferts également, même si on ne descend pas au sud, on ne passe pas par la région de la Sicile, quasiment toutes les régions du sud ne verront pas le Giro, comme on peut le voir sur cette dernière carte. Voilà, on s'arrête quand même. Le plus au sud, c'est Lago Laceno. Voilà, vraiment l'extrême sud de l'Italie ne sera pas utilisé. On passe pas mal de temps au centre de l'Italie. Et puis, bien entendu, autour de Milan, la Lombardie, tout ça. Mais ça, c'est assez habituel du côté du Tour d'Italie. Et puis, ce petit passage en Suisse. Ce que j'aime également sur ce Giro, c'est qu'on a des belles étapes pour baroudeurs. On a des étapes où le scénario vraiment pour les baroudeurs peut être très intéressant. On a peu d'étapes vraiment que pour sprinteurs. Les sprinteurs devront être bons en montagne.
S'il passe pas les côtes, les sprinters, un Groenewegen, je le verrai pas aller sur le Giro, par exemple. Je pense que ça a peu d'intérêt. Ou un Ackermann, par exemple, également. À part si c'est le seul grand tour qu'on lui propose. Là, je trouve qu'on a des belles étapes pour Baroudeur, on a des belles étapes pour des profils de coureurs à la Molano, même à la Jonathan Milad, qui passe bien les bosses, bien entendu à la Van Der Poel, à la Van Aert, à la Christophe Laporte, à la Brian Cocard aussi. On a des étapes qui sont intéressantes pour les sprinteurs de ce profil-là. Pour les baroudeurs aussi, il y a des étapes quand même où on peut lancer les hostilités de très loin, mais il va falloir le vouloir. On peut créer du mouvement de loin, mais il faudra le vouloir. Ça, c'est un peu le contre-problème. Mais on a des étapes où ça peut lancer de très loin. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'étapes où il ne faudra pas se contenter de regarder les 30 derniers kilomètres pour comprendre ce qui s'est passé dans la journée. Ce que j'aime, pour finir, c'est l'altitude. On retrouve de l'altitude sur ce Giro, ce qui m'avait manqué l'année dernière, je l'avais dit, on n'allait pas très haut en altitude. Là, on a pas mal d'étapes où on dépasse les 2000 mètres d'altitude. Je pense à l'étape 7, je pense bien entendu à l'étape 19, à l'étape 18 aussi, si je ne me suis pas trompé dans les... Non, l'étape 18, non, voilà, je me suis trompé. Mais on a des étapes où on va avoir des passages en altitude. Malgré tout, là aussi, il y a un petit truc que je trouve un petit peu tristoun. C'est qu'on a pas mal d'étapes où on dépassait 2000 mètres. Ça, c'est bien. On a des étapes où on dépassait 1005. Par contre, on a très peu d'étapes où on est entre 1006 et 1008. À part le dernier contre-la-montre. Sinon, entre 1006 et 1008, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Or, on sait qu'à 1005, souvent, normalement, les gens ne sont pas trop en difficulté avec l'altitude. C'est à partir de 1007, 1800 mètres, où là, ça commence à devenir plus compliqué. Ça aurait été intéressant. Et au niveau des températures, et au niveau également du manque d'oxygène, car l'air est moins dense. Enfin, voilà, il y a plein de petits paramètres à prendre en compte, où ça aurait pu être intéressant. Voilà tous les éléments que j'aime dans ce parcours. Les éléments que j'aime pas, par contre, dans ce parcours, c'est les contre-la-montre, pour plusieurs raisons. Déjà, 70 km de contre-la-montre, je trouve que c'est long. On peut perdre du temps sur les chronos et on peut presque se retrouver hors jeu seulement avec les contre-la-montre. Deuxièmement, ce que j'aime pas, c'est qu'on est sur les formats de contre-la-montre habituels. 18 km pour le premier, 30 km pour le deuxième, c'est les contre-la-montre qu'on voit maintenant toute l'année. J'aurais aimé un petit peu d'innovation. J'aurais aimé peut-être un prologue, un chrono très court pour commencer. Un chrono de 6-5 km. J'aurais aimé un deuxième chrono long. J'aurais aimé un chrono de 45-50 km. Je vous le dis, à partir de cette distance-là, si en plus c'est un petit peu vallonné, 45, mais sur un parcours tout plat, quand on dépasse 50 km, il y a une gestion de l'effort qui est différente. Les grimpeurs sont moins défavorisés par rapport aux purs spécialistes, alors que sur un parcours de 30 km, les purs spécialistes, ils te mettent des tôles par rapport à des grimpeurs. Or, sur au-delà de 50 km, vous ne pouvez pas mettre full puissance. Vous êtes obligé d'en garder un petit peu pour tenir l'heure de contre-la-montre, parce que c'est à peu près 1 heure, 50 km, on va dire. Ou les 50 minutes de contre-la-montre. Ça demande donc de la gestion. Ça demande donc moins des qualités de puissance. Et les purs grimpeurs sont donc moins défavorisés dans ce genre de cas par rapport à des purs spécialistes comme Remco Evenepoel, Geraint Thomas, Primož Roglič. Ou Pogačar, encore une fois. Et ce dernier contre-la-montre, j'ai peur que ça cadenasse un petit peu la course. C'est-à-dire qu'on attend le dernier contre-la-montre et qu'on attend ce dernier jour pour tenter des choses. Voilà, je ne suis pas convaincu que le dernier contre-la-montre, ça ne nous bloque pas la course pendant très longtemps. Autre problème, l'arrivée à Rome. Je ne comprends pas pourquoi on s'est fait autant chier pour arriver à Rome. Alors, à part si c'est un contrat financier avec la ville, mais on aurait pu arriver à Vérone. Vérone est plus dans le coin de la dernière montée contre la montre. Je ne comprends pas pourquoi là on se fait chier à faire 700 bornes pour arriver à Rome. En sachant que c'est presque plus Milan, qui est la ville, on va dire un petit peu historique des arrivées du Giro, que Rome. Il y a eu assez peu d'arrivées à Rome sur le Giro par rapport à Milan, par rapport à Vérone, par rapport
à Turin. J'aurais préféré qu'on arrive autre part que Rome pour se faire chier à prendre l'avion, 750 km. Là, je ne vois pas l'intérêt, surtout, alors tu peux te dire à Rome, allez, on va faire un parcours un peu vallonné le dernier jour, mais même pas, c'est un parcours qui est tout plat, ça va être un parcours en ville. Si c'est Rome en plus, je crois me rappeler que Rome est assez merdique en termes de circulation. Alors c'est pas du niveau de Naples, mais je crois me rappeler que c'est voilà, ça peut nous donner un sprint où il y a des chutes, ce que j'aime pas trop, un parcours un peu technique, un peu à la con, alors que c'est vrai que l'avantage de Milan, l'avantage de Turin, c'est que ce sont des villes quand même plutôt modernes et des villes avec des grosses artères. Alors ça n'empêche pas que parfois sur les grosses artères il peut y avoir des chutes, mais sur un dernier jour de course, il y a quand même moins de chances. Donc j'aurais préféré qu'on ait plutôt une arrivée à Milan, que à Rome. Pourquoi pas arriver dans une autre ville aussi? On aurait pu, je ne sais pas, arriver à Venise, tenter quelque chose de différent. Arriver à Trieste également, qui est dans ce coin-là. Problème de la plaine. Problème de la plaine, pourquoi? On a sur beaucoup d'étapes, on a des phases de transition qui sont très longues. Et ce qui fait que, en fait, on va se contenter de la dernière difficulté. Parce que, comme on veut créer des étapes de mouvement de loin, on l'a bien compris dans la manière de présenter la course. Forcément, on a mis pas mal de difficultés sur les premières moitiés de course. Sur pas mal d'étapes, on voit ça. Par contre, on a parfois des fins de journée qui sont plates ou avec une seule ou deux difficultés et des phases de transition de 40-50 km. Ça, je ne suis pas très fan. Je pense que ça va peut-être annihiler la course à certains moments où on ne fera pas grand-chose sur la première partie de journée à part laisser l'échappée sortir à ce moment-là. Alors, ce qui permettra d'avoir une belle bagarre pour le maillot de la montagne. Je pense qu'on va avoir notamment une belle bagarre pour le maillot de la montagne cette année et pourquoi pas pour le maillot de meilleur sprinter parce qu'on pourrait avoir une surprise. Ce classement à points, ce maillot cyclamen, pourrait ne pas être récupéré par un pur sprinter vu le parcours que nous avons. Mais je trouve que ce problème de la plaine, de ces problèmes de ces phases de transition est un souci parce que, ok, l'année dernière on a eu l'étape du Granon, la Vuelta 2021, on a eu également des belles étapes. Mais on n'aura pas ça tous les jours sur un grand tour. Là on l'a beaucoup trop souvent, ce format première partie de journée difficile, fin de journée calme. Et je pense que ça peut nous rendre certaines étapes très chiantes et où il ne se passera pas grand-chose. L'échappée devant, le peloton qui va se neutraliser et qui roulera peut-être fort en fin de journée. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas très convaincu par ce phénomène-là. Et puis, mais c'est un peu un problème récurrent sur le Giro, on a un peu tout en troisième semaine. C'est-à-dire qu'à part l'étape de Crans-Montana qui est en deuxième semaine, l'étape 7 et les contre-la-montre, c'est surtout sur la troisième semaine que les difficultés vont se concentrer. Ce qui va nous donner peut-être 2 premières semaines où on aura peut-être du suspense au niveau du classement général, mais on s'ennuiera peut-être un peu ferme parce que on n'arrivera pas, la course sera dans une situation d'attente. Encore une fois, j'ai dit, ça m'étonnerait qu'avant Crans-Montana, on ait une hiérarchie sûre et claire et nette de ce qui va se passer. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à être, surtout pour les non-grimpeurs, plutôt pour les purs grimpeurs, il n'y a pas d'intérêt d'être en forme au tout début du Giro. Il y a peut-être un intérêt de partir piano-piano et de finir très fort. De partir piano-piano en évitant de perdre trop de temps et de finir très fort en revenant dans le match sur la fin. Parce que beaucoup de difficultés seront en troisième semaine. Il faudra surtout être fort dans cette troisième semaine. Mais c'est un peu récurrent sur le Giro qui concentre souvent toutes ces difficultés à un même moment de la course. À part l'année dernière où je trouve qu'ils avaient plutôt bien réparti ils avaient mieux réparti les choses que d'habitude, notamment avec l'étape de Turin, l'étape de Naples. Profil du vainqueur. Alors, quel profil aura le vainqueur de ce Giro? Quel coureur potentiellement? Spécialiste du chrono. C'est vrai qu'à première vue, on se dit avec 70 km de chrono, dont 52-53 sur le plat, c'est favorable à un spécialiste du contre-la-montre comme Primož Roglič, comme Remco Evenepoel, comme Tadej Pogačar, comme Geraint Thomas,
ce format de coureurs, ce qu'on appelait avant les coureurs complets. Les coureurs de grand tour, les coureurs complets. Ça favorise pas forcément les grimpeurs. Sauf que ça, moi je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr, et pour ça je vais vous rappeler le Tour d'Italie 2019. Tour d'Italie 2019, nous avons énormément de kilomètres de contre-la-montre en début de course, notamment avec ce contre-la-montre à Imola, mais nous avions également le départ, le prologue, je crois que c'était un prologue à l'époque, où il y avait également du contre-la-montre, et je suis même pas sûr qu'il n'y avait pas un deuxième chrono également, qu'il n'y avait pas 3 chronos déjà à l'époque sur le Giro 2019. Ça, j'ai un petit doute. Mais sur le Giro 2019, qui est un Giro avec beaucoup de contre-la-montre, c'est pas Roglic qui a gagné. C'est Carapaz, qui n'est pas un spécialiste du contre-la-montre. Ah oui, parce qu'il y avait le contre-la-montre à Vérone. C'était ça le troisième contre-la-montre. C'est pas Roglic qui a gagné. C'est Carapaz. Parce que le problème, imaginons un Remco Evenepoel. Remco Evenepoel participe à ce Giro, ce qui est l'objectif des organisateurs de faire venir Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, donc, prend la tête à Ortona. 18 km de contre-la-montre, avec une petite bosse en finale. C'est totalement dans ses cordes. Il met 30-40 secondes à ses adversaires ce jour-là. Bon. Ça veut dire déjà qu'il aura le maillot rose dès le 6 mai. Alors, il y a possibilité de s'en débarrasser. Je pense notamment au lago Laceno, à Melfi, où il peut dire « Allez, je laisse partir un échappé à 10-15 minutes avec des coureurs qui ne sont pas extrêmement dangereux. Et moi, pendant ce temps-là, je vais me cacher un peu plus dans le peloton. » Sauf que, après le 14 mai, donc c'est-à-dire avant la première journée de repos, on sera le 14 mai, il y a le deuxième contre-la-montre. Et ça serait quand même une surprise qu'un Geraint Thomas, Primož Roglic, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel ne prennent pas le maillot rose à ce moment-là. Sauf qu'on sera seulement à l'étape numéro 9. C'est-à-dire qu'il restera encore beaucoup d'étapes où il faudra contrôler, notamment cette deuxième semaine, des étapes longues, en plus en kilométrage, puisque la deuxième semaine est assez longue en termes de kilométrage, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que vous aurez du mal à finir ce Giro parce que vous allez finir fatigué. Surtout si vous n'avez pas forcément une grosse équipe autour de vous. Et il faudra avoir des bons équipiers si vous vous retrouvez dans cette situation-là. Mais même avec des bons équipiers, je ne suis pas sûr que ça soit favorable et que vous ne finissiez pas fatigué. Et le dernier contre-la-montre n'est pas forcément favorable à un rouleur. Les grimpeurs ne vont pas perdre 3 quarts d'heure sur le dernier, ils ne vont pas perdre 5 minutes sur le dernier contre-la-montre. Ça se jouera vraiment à la fraîcheur. Ceux qui finissent très bien la troisième semaine, c'est pour ça que je disais qu'en termes de programmation de forme, pour moi, on peut partir moyen il faut surtout être fort à partir de la fin de la deuxième semaine, notamment l'étape de Crans-Montana. Il faut avoir son pic de forme, je pense, à partir de Crans-Montana sur la dernière semaine. Et auparavant, vous pouvez peut-être partir piano-piano. Et ben, ça jouera à la fraîcheur. Or, un mec qui aura dû contrôler 10 jours de course, il sera plus frais physiquement. Parce que, je le dis assez souvent, mais on l'a vu notamment avec Jonas Vingegaard, vous avez la pression médiatique, vous avez la pression psychologique, vous avez bien entendu la fatigue physique, vous allez être attaqué de toutes parts parce que vous êtes l'homme à abattre, c'est pas facile à vivre. Et donc, on pourrait peut-être avoir un problème à ce moment-là. Donc, pas forcément sûr que ça soit un spécialiste du contre-la-montre. Pas forcément puncher aussi. Un profil grimpeur-puncher, je suis pas forcément convaincu. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément les plus grosses pentes d'Italie. On a quand même des montées qui seront pas mal régulières, qui seront assez parfois longues. On n'a pas des montées extrêmement courtes, c'est pas des repechos à l'espagnol qu'on va avoir pendant ce programme. Je pense qu'il doit être bon en altitude, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas négliger, notamment les Colombiens, sur un parcours de ce type-là avec des passages à plus de 2000 mètres. Je pense qu'il faut avoir une grosse endurance parce qu'il va y avoir quand même des moments de transfert, parce qu'il va y avoir beaucoup de kilomètres, et ça à prendre en compte. Et beaucoup de kilomètres où il faudra être concentré aussi sur ce Giro. Et puis pour moi, il ne faudra pas avoir peur de prendre des risques pour les non spécialistes du contre-la-montre.
Si vous attendez la 3e semaine et grosso modo les 3 étapes importantes de cette 3e semaine, ça ne suffira pas. Vu le temps, techniquement, vous pouvez perdre en début de course. Il faudra ne pas avoir peur de prendre des risques. Et vous avez des étapes où vous pouvez tenter de prendre des risques car le parcours a été conçu pour qu'on tente de partir de loin. Il faudra se servir de ça, même si ça veut dire peut-être tout perdre. Et c'est vrai que dans le cyclisme moderne, on a tendance à plus vouloir prendre le risque de tout perdre. Mais si on court un petit peu à l'économie, si on attend les 3 derniers jours de course, pour les non-spécialistes, ça ne suffira pas. Et puis, c'est une course qui pour moi sera dure à contrôler. Ça sera une course énergivore à contrôler. Déjà parce que les étapes sont longues. Deuxièmement, parce que vous avez beaucoup de difficultés en 3e semaine. Et donc, la 2e semaine est peu intéressante à contrôler. Et peu intéressante, a peu d'intérêt à contrôler, à part consommer de l'énergie. Que la 1re semaine, c'est un peu pareil. Et qu'il faudra, je pense, à tout prix éviter d'avoir le maillot rose avant Crans-Montana. À partir de Crans-Montana, ça commence à devenir intéressant d'avoir le maillot rose. Avant, je pense que c'est une perte d'énergie qu'on peut négliger. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. On se retrouve donc du côté du cyclisme. Alors déjà, il va y avoir une vidéo qui va arriver peut-être à la suite ou peut-être demain, où je vous annonce le calendrier de fin de saison, le prémisse du calendrier 2023, donc on parlera encore cyclisme. Et puis, il y aura de toute manière la présentation du Tour de France 2023, hommes et femmes. Donc on fera également une vidéo, enfin 2 vidéos pour chacun des 2 parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao!